Bien, un grand merci à Hélène pour avoir organisé cette séance et pour m'avoir invité à y parler de cartographier la dynamique collective de l'algèbre en France de 1870 à 1914. Alors, j'aimerais commencer par parler un petit peu des problèmes qui se posent et pourquoi est-ce qu'on souhaiterait cartographier l'algèbre en France de 1870 à 1914. Alors, le principal problème, c'est que durant cette période, l'algèbre n'est pas considérée globalement comme une discipline, comme un domaine autonome, c'est-à-dire que traditionnellement en France, dans le contexte scolaire, pendant le 19e siècle, l'algèbre est une discipline scolaire, une discipline élémentaire d'une part, mais aussi une discipline intermédiaire dans les classes préparatoires, et dont la définition est pendant longtemps basée par opposition à l'analyse qu'on enseigne à l'école polytechnique. Donc, par exemple, les logarithmes sont longtemps considérés comme appartenant à l'algèbre, tandis que certaines équations algébriques qu'on enseigne à l'école polytechnique sont considérées comme appartenant à l'analyse. Ça, c'est pour le domaine de l'enseignement. Ensuite, d'un point de vue académique, par contre, l'algèbre n'est pas en général considérée comme un domaine autonome. Donc, dans le domaine de l'enseignement, on a des définitions, bien entendu, qui évoluent, mais un domaine qui existe en tant que discipline scolaire. À un niveau académique, par contre, on n'a pas un domaine autonome. Donc, on a le point de vue général qui consiste à considérer l'algèbre comme un sous-domaine, une branche de l'analyse. C'est celui que rappelle Tannery dans la préface de son ouvrage. Il était écrit par Borel et Drake, Introduction à l'étude de la théorie des nombres et de l'algèbre supérieure en 1895, dans lequel il critique l'approche développée en Allemagne, notamment par Kronecker, dans laquelle on essaye de fonder les mathématiques sur le concept de nombre, et donc l'arithmétique, puis l'algèbre, en rappelant que si on peut fonder l'exposition de l'algèbre sur une base purement arithmétique, comme le fait Kronecker, à un point de vue tout autre, on peut regarder l'algèbre non comme un prolongement de l'arithmétique, mais comme une partie de l'analyse. Et le nombre algébrique, à ce moment-là, n'est qu'un cas particulier, nettement défini d'ailleurs, de l'irrationnel général. Donc ça, c'est un point de vue assez commun. Et de fait, dans les classifications des sciences mathématiques en France, l'algèbre appartient comme à une branche de l'analyse. Il y a d'autres points de vue qui sont répandus au XIXe siècle en France, comme celui qui est rappelé par Camille Jordan dans l'introduction de son cours d'analyse, selon lequel les mathématiques sont les sciences des quantités. Elles se divisent en plusieurs branches, suivant la nature des grandeurs soumises au calcul. On y distingue principalement l'arithmétique, la géométrie, la mécanique, la physique mathématique, le calcul des probabilités, pas l'algèbre. Mais ces diverses branches ont pour lien commun l'algèbre, qu'on pourrait définir comme le calcul des opérations. Ça, c'est également un point de vue qui est assez répandu. Alors, non seulement le fait de définir l'algèbre comme calcul des opérations, mais surtout de définir l'algèbre comme finalement ce qui circule entre les différentes branches des sciences mathématiques. Alors ça, bien entendu, ça ne facilite pas la tâche de l'identification du corpus pertinent pour situer l'algèbre, bien entendu. Alors, la catégorie algèbre, bien entendu, elle peut être aussi définie rétrospectivement. Et c'est ce qui a été réalisé souvent par l'historiographie de l'algèbre, notamment dans les années 1960 à 1990, où l'histoire de l'algèbre a souvent été écrite en valorisant une image structuraliste de l'algèbre, d'abord par des mathématiciens, notamment proches du groupe Bourbaki, puis par des historiens des mathématiques qui ont suivi cette même image par la suite, et qui ont décrit, disons, l'évolution de l'algèbre au XIXe et au XXe siècle comme le passage d'une algèbre théorie des équations, là pour le coup un petit peu la discipline scolaire qu'on peut retrouver en France au XIXe siècle, à une algèbre abstraite et axiomatique, avec comme horizon, disons, dans les évolutions historiques qui sont décrites au tournant du XIXe et XXe siècle, la moderne algébra de la fin des années 1920, avec les travaux de Noether, Artin, van der Waerden, etc. Et donc, on a beaucoup mis en évidence des origines de concepts abstraits comme les groupes, les corps, les anneaux et l'algèbre chez des acteurs individuels qui ont souvent été envisagés dans une généalogie, alors Galois, Jordan, Dedekind, Frodelius, Weber, Hilbert, Steinitz, et en posant la question de leur diffusion. Bon. Et de manière à décrire un petit peu plus collectivement ce qui se passe, les catégories habituelles ont consisté à mélanger des catégories disciplinaires, donc algèbre, avec éventuellement des valeurs épistémiques, abstraites par exemple, et des catégories nationales, donc l'algèbre allemande, l'école algébrique de Chicago, l'algèbre géométrique italienne, etc. Bon. Alors, dans cette perspective-là, l'algèbre en France, là pour le coup, c'est un non-sujet, puisque pour ces travaux-là, l'algèbre, dans le sens d'une algèbre avec l'horizon de la moderne algébra de la fin des années 1920, se développe surtout en Allemagne, un petit peu aux États-Unis, et donc il ne se passe rien, ou presque rien, en France. Bon. Alors, cette perspective rétrospective, donc de l'algèbre définie du point de vue des années 1960, a eu des conséquences directes sur l'évaluation de la position de certains acteurs
de l'algèbre en France entre 1870 et 1914, à commencer par l'un des principaux, Camille Jordan, donc on peut difficilement mettre sous le tapis quand on parle d'algèbre de la période, et donc qui, bien entendu, était l'un des patrons des mathématiques parisiennes à partir des années 1880, professeur d'analyse à l'école polytechnique, élu à l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, directeur du journal de mathématiques pures et appliquées à partir de 1885, mais qui a pu être décrit comme isolé sur la scène mathématique française. On a un petit peu du mal à le croire compte tenu de ses responsabilités, précisément parce qu'il faisait de l'algèbre. Comme de l'algèbre en France, il n'y en avait pas, donc il devait être isolé, ou même presque allemand, comme le considère Félix Klein en 1921. Bon. Des conséquences aussi de ce regard rétrospectif sur la sélection des sources. C'est-à-dire que certaines sources qui documentent l'évolution de l'algèbre en France dans cette période ont été mises de côté ou ignorées, comme par exemple cet ouvrage, Éléments de la théorie des groupes abstraits, qui est publié à Paris en 1904, et qui, bien entendu, ne rentre pas bien dans l'historiographie selon laquelle l'algèbre abstraite se développe essentiellement en Allemagne, un petit peu à Chicago. Et donc, par ailleurs, l'auteur de cet ouvrage, Jean-Armand de Séguier, est un abbé jésuite qui rentre aussi assez mal dans les grandes dynamiques qui sont mises en avant de l'émergence de la figure dominante du professeur, de l'enseignant-chercheur comme mathématicien, formé à l'école normale supérieure, etc. etc. Bon. Alors, bien entendu, on peut aussi regarder l'algèbre comme catégorie d'acteurs. Bon, ça peut sembler être une antidote, en fait, aux difficultés que j'ai présentées. Et là, c'est assez facile de mettre en avant d'autres regards que ceux traditionnels de l'historiographie, comme par exemple celui de George Miller aux États-Unis, dans un rapport pour l'American Mathematical Society en 1907, dans lequel il célèbre, en fait, les travaux de Jean-Armand de Séguier, notre père jésuite de tout à l'heure, mais aussi d'autres Français comme Raymond Lehasser, dont vous n'avez certainement pas beaucoup entendu parler, parce qu'il a fait aussi de l'aéronautique. Bon. Et tandis qu'au contraire, il va critiquer les héros habituels, disons, de l'histoire de l'algèbre, comme David Hilbert, qu'on célèbre généralement, notamment pour leurs approches axiomatiques, en s'attachant, lui, plutôt à l'importance du concept de groupe dans les travaux des mathématiciens de l'époque, et il considère qu'il n'est pas suffisamment mis en avant dans les Grundlagen d'ergométrie de Hilbert. Et pour cette raison, du coup, Hilbert est considéré comme moins moderne pour Miller que de Séguier. Donc évidemment, si on regarde l'algèbre comme catégorie d'acteurs, on peut en fait assez facilement trouver des regards qui contredisent, disons, l'historiographie qui valorise l'algèbre structurelle des années 1950. Donc on en a vu un exemple avec Miller, un autre exemple paru dans la Revue générale des sciences pures et appliquées, et une recension par Léon Hauton, dont je reparlerai tout à l'heure, de l'ouvrage Théorie des groupes fini de notre père jésuite de Séguier, dans lequel Hauton décrit l'abbé Séguier comme un des plus éminents algébristes contemporains. Là, encore une fois, du coup, les lignes ne sont pas placées de la même manière qu'elles peuvent l'être dans l'historiographie canonique de l'algèbre. Mais c'est justement le problème avec cette algèbre catégorie d'acteurs, c'est qu'on a des pratiques de démarcation de lignes, le boundary works, en fait, comme on dit souvent en sciences humaines et sociales, qui ont donc des enjeux qui sont loin d'être neutres. Et en distinguant ce qu'est un algébriste d'un analyste, comme on le voit ici chez de Séguier, on peut viser des objectifs. Donc, on peut le voir ici dans un texte d'Émile Picard, Nécrologie de Camille Jordan, qui paraît en 1922, où Picard décrit Jordan comme se plaisant à aborder les questions dans toute leur généralité, comme s'il craignait que quelques particularités l'empêchât de voir les vraies raisons des choses. Jordan était vraiment un grand algébriste. Les notions fondamentales qu'il a introduites en analyse préserveront son nom de l'oubli. Donc cette évaluation est un petit peu ambiguë, et on peut se douter que pour Picard, l'approche très générale de Jordan n'est pas forcément la meilleure approche des mathématiques, et en particulier l'algèbre développée par Jordan est moins valorisée que l'analyse. Bon. Et de manière générale, le problème, c'est que dans ces discours de mathématiciens qui mettent en jeu ces catégories, algèbre, analyse, etc., on a des pratiques de démarcation, de hiérarchisation entre des espèces de mathématiciens qui sont définis, l'algébriste, l'analyste, etc., et qui participent à la définition d'une persona au sens des identités collectives qui sont incarnées par des individus, notamment vis-à-vis du public, et dans lesquelles les valeurs épistémiques qui sont au cœur de l'historiographie canonique de l'algèbre, comme les valeurs d'abstraction, de généralité et de simplicité, jouent un rôle absolument essentiel. Bon. Et elles peuvent prendre des significations totalement différentes selon les discours. C'est-à-dire que pour certains, la généralité est bien entendu une qualité, tandis que pour d'autres, comme Picard, c'est au contraire un défaut à la différence de l'intérêt pour les cas particuliers. Alors, le problème est particulièrement
important sous la Troisième République où la science est vraiment la clé de voûte de l'économie morale d'une France hantée par la décadence. Et c'est la science qui doit amener, notamment avec l'industrie, la suprématie, le triomphe face à l'Allemagne, et où se multiplient les éloges, monuments, funérailles, centenaires et autres pratiques de panthéonisation de la grandeur savante qui généralement drainent des foules, hein, comme on peut le voir ici à l'inauguration du monument Arago face à l'Observatoire, inauguré par le ministre de l'Instruction publique, et donc avec des foules, des représentants militaires, etc. etc. Et pour l'Algèbre, bien entendu, on a un épisode emblématique durant cette période qui est la célébration de Gallois lors du centenaire de l'École normale supérieure, comme l'un des grands héros de l'École normale supérieure, donc qui se définit à cette époque-là comme une institution de premier plan, notamment par opposition à l'École polytechnique, avec Pasteur. Et très rapidement, dans les années qui viennent, et notamment avec Émile Picard, comme l'un des grands héros de la pensée française en général. Donc Émile Picard se charge de la panthéonisation, disons, de Gallois à l'occasion du centenaire de l'ENS, et il va également se charger d'une réédition de ses œuvres, dont il se charge de la préface. Et de manière tout à fait significative, dans la préface de Picard insiste beaucoup sur le fait que, en fait, Gallois, ce qui est important, c'est pas l'algèbre, c'est l'analyse. C'est-à-dire que dans les travaux de Gallois sur les groupes, les équations algébriques n'ont été qu'un germe dont est issue une notion qui a vraiment trouvé son ampleur dans l'analyse, dans les équations différentielles, et notamment ses propres travaux, bien entendu, de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois différentielle. Donc une opposition, disons, entre une algèbre dévalorisée et une analyse qui est au contraire l'est. Et cette opposition ne peut pas être dissociée d'enjeux de grandeur nationale, puisque, bien entendu, derrière cette mise en avant de la potentialité d'analyse des travaux de Gallois, il y a la volonté de mettre en avant la richesse de l'analyse française par opposition à la pauvreté de l'algèbre allemande, et donc des Allemands qui autonomisent, disons, l'algèbre comme un domaine en soi, alors qu'elle devrait être considérée comme un sous-domaine de l'analyse. Bon. Alors Picard, pendant les années qui suivent le centenaire de l'ENS, va marteler ce discours de manière tout à fait récurrente dans les médias, avec une dimension de plus en plus nationaliste au fur et à mesure qu'on approche de la Première Guerre mondiale. Et ce discours est repris par de nombreux acteurs sur de nombreux supports, comme par exemple ici dans la revue jésuite Études, une recension du Lehrbuch der Algebra de Heinrich Weber, où l'auteur concède que la lecture du premier volume montre quels progrès ont été réalisés en algèbre depuis le livre de Céré, spécialement par les auteurs allemands. Disons toutefois, à l'honneur de la science française, l'idée fondamentale d'une grande partie de ces belles recherches appartient à celui qui eut la gloire de montrer qu'à chaque équation correspond à un groupe de substitution ayant un rapport intime avec ses propriétés essentielles. Bon, Gallois, donc, alors on rappelle les épisodes Silence en histoire, etc. Et puis là, tout de suite, boum, on cite Picard, verbatim, pour dire que, mais en fait, Gallois, c'était surtout les travaux sur les intégrales abéliennes, 20 ans avant Riemann. Et donc, bon, finalement, les Allemands ils ont fait des progrès en algèbre, mais ils n'ont pas compris que ce qui était surtout important dans cette affaire, c'est l'analyse que les Français ont développée. Donc ça, c'est des discours qu'on va trouver de manière assez systématique. Et donc, le problème que pose l'étude de l'algèbre en France pendant cette période, c'est bien entendu la nécessité de problématiser la notion de discipline, qui n'existe pas en tant que telle. Pour catégoriser les savoirs, c'est vraiment une notion qui est en cours d'émergence. Pour structurer, disons, l'organisation des savoirs. Aussi, la nécessité d'envisager de nouvelles sources, on l'a évoqué avec De Séguier, on peut passer le Vavasseur, mais bien entendu, on peut parler dans les dernières années des travaux de Dominique Tournès, par exemple sur la nomographie ou sur des acteurs comme Cholesky, de porter un regard critique sur les pratiques de démarcation des acteurs eux-mêmes. On ne peut pas simplement reprendre les catégories des acteurs de la manière dont ils définissent l'algèbre, parce qu'il y a ces enjeux de démarcation, de définition de persona collectifs de mathématiciens. Et donc tout ça pose le problème de la sélection de corpus de textes. Comment est-ce qu'on fait pour construire le corpus pertinent pour parler de l'algèbre en France de 1870 à 1914 ? D'où l'objectif de cartographier avec un caractère un petit peu systématique, c'est-à-dire pas simplement faire des études de cas autour de tel ou tel acteur ou telle source qui n'était pas encore très bien connue, mais essayer de voir un petit peu, de manière un peu systématique, ce qui se passe dans ce paysage. Bon.
Alors, en s'inspirant notamment des travaux de Catherine Goldstein, notamment qui ont développé une étude quantitative et systématique sur les publications de théorie des nombres sur cette même période, 1870-1914. Donc l'objectif est un petit peu de faire l'opposé des approches réductionnistes qui du coup réduisent l'histoire de l'algèbre à une généalogie de grands noms, Dedekind, Hilbert, Noether, etc. Mais ceci implique bien entendu de reconnaître l'énormité du sujet. Bon. Et donc, reconnaître l'énormité du sujet implique que je ne vais pas vous présenter une cartographie de l'algèbre en France de 1870 à 1914 dans un exposé, et je ne pourrais pas le faire non plus dans un article, et même pas certainement dans un livre, ou même peut-être une série de livres. Et donc, en fait, il s'agit plus de cartographier et de montrer l'acte de cartographier que de présenter une cartographie. Et d'une certaine manière, de mon point de vue, là, il y a une difficulté qui dépasse, disons, le problème de l'algèbre, mais qui est propre à l'histoire des mathématiques contemporaines, au sens, bon, depuis le 19e siècle, en raison de l'importance quantitative des sources, mais bien entendu également aujourd'hui des outils pour traiter ces sources, et notamment des outils numériques qui nous permettent d'avoir accès aujourd'hui à des sources beaucoup plus variées et importantes que ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans. Bon. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans mon exposé, je vais moins présenter une sorte de panorama cartographique de ce que pouvait être l'algèbre en France de 1870 à 1914, que des méthodes et des données qui permettent de réaliser des cartographies et qui sont disponibles, bon, notamment des bases de données qui peuvent être consultées par les historiens et les historiennes et qui permettent donc de réaliser des cartographies, certainement plus qu'une seule cartographie. Bon. Alors, pour ça, donc, je vais m'appuyer sur un travail qu'on a réalisé collectivement dans le cadre du projet CAFE et qui a réalisé donc, une base de données exhaustive de l'ensemble des textes qui ont été classifiés par un journal de recension allemand, donc le Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, entre 1870 et 1914, qui ont été classifiés donc, dans la section algèbre de ce journal. Donc là, pour le coup, on s'appuie sur une catégorie d'acteurs, mais d'acteurs au pluriel, parce qu'il y a un certain nombre on dirait aujourd'hui, de reviewers qui ont fait ce travail, bon, et donc ils sont variés. Je vais en reparler tout de suite. Et on tombe sur un corpus de 1433 textes. On peut déjà dire qu'il y en a, l'algèbre en France, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et on voit aussi l'énormité du sujet, c'est-à-dire que ces 1433 textes, il va être difficile de les lire et de les lire en détail. Et donc, il faut essayer de trouver d'autres types de méthodes pour les cartographier. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, dans le Jahrbuch, on a des données, et parmi les données, on a la classification allemande des mathématiques. Bon. Et dès la création du Jahrbuch, il y a une section algèbre, ce qui, du coup, n'existe pas en France, puisque l'algèbre est une sous-section de la section analyse, bon, qui se divise en 3 chapitres pendant toute la période, même si ensuite ça évolue de manière assez fréquente quand on regarde un petit peu plus finement dans le détail, mais ça je vais pas le faire dans cet exposé. Un premier chapitre, équation, un deuxième chapitre, théorie des formes, et un troisième chapitre, élimination, substitution, déterminant. Invariant, covariant, fonction symétrique. Dans ce même Jahrbuch, on va trouver d'autres types de données qui sont un matricule pour la recension, le nom de l'auteur du texte qui est recensé, le titre du texte, le type, est-ce que c'est un livre par exemple, est-ce que c'est un article, la source, donc le journal par exemple, un article, l'année, le langage, le texte de la recension, ensuite du reviewer, le nom du reviewer et donc la classification mathématique. Alors, ces données permettent, bien entendu, de faire des études quantitatives. On peut faire des études quantitatives sur chacune de ces données. Et donc, en particulier, on peut se demander si ce qui est publié en langue française est recensé dans le Jahrbuch, dans la section algèbre, et pendant cette période, particulièrement inférieur à ce qui se passerait en allemand. Alors, si on compare donc les publications dans la section algèbre du Jahrbuch aux publications globales qui sont recensées, on peut observer que les publications de langue française sont en algèbre moins nombreuses, enfin, en proportion inférieure à celles des publications en langue française en général, mais que c'est également le cas des publications en langue allemande, d'une part, et que d'autre part, en fait, les publications en langue allemande sont pour le coup beaucoup moins représentées en algèbre qu'en général. Bon, donc là, c'est un résultat quantitatif qui permet déjà de relativiser un petit peu l'approche habituelle de l'historiographie, c'est-à-dire que l'algèbre, ça évolue surtout en Allemagne dans cette période.
quantitativement, non. Là, pour le coup, les langues qui sont particulièrement représentées dans la section algèbre sont l'anglais et l'italien. Bon. Mais il n'y a pas vraiment de faiblesse particulière, disons, de la langue française dans cette affaire. Bon, alors évidemment, on pourrait faire des études quantitatives très variées comme ça, mais comme on le sait bien, les études quantitatives, ça a des limites qui impliquent que ce n'est pas forcément très pertinent ou très intéressant. Alors, la principale limite, c'est qu'on homogénéise des données qui sont très hétérogènes, c'est-à-dire que là, on est en train de parler de recensions qui peuvent porter sur des ouvrages de plusieurs centaines de pages, ou alors sur des notes au compte-rendu de quelques pages, ou alors des questions-réponses qui peuvent faire quelques lignes. Bon. Et donc, évidemment, quand vous prenez ça quantitativement, vous mettez tout ensemble. Et ça, c'est des problèmes qui ne peuvent pas simplement se régler en comptant les nombres de pages, etc., parce qu'il y a aussi différentes pratiques culturelles de publication. Donc, par exemple, dans le cas de l'algèbre, à partir du moment où arrive un certain nombre d'acteurs des États-Unis, ça change complètement quantitativement la donne, parce que là, il y a des pratiques de publication qui consistent à publier beaucoup d'articles, là où un auteur français, typiquement, publierait un gros mémoire. Bon. Donc là, d'un seul coup, par exemple, dans certaines sections du Yarbourg, comme la section théorie de groupe, vous avez le nombre d'articles qui est multiplié par 5 en, fait, en un an, simplement à cause de un ou deux auteurs. Bon. Et donc, alors là, bien entendu, il est nécessaire d'historiciser en fait, ces données, bon, et en particulier de s'intéresser aux pratiques de recension. Qui est-ce qui fait que les articles sont classés dans la section algèbre? Donc là, ce sont les reviewers du Yarbourg eux-mêmes. Qui sont-ils? Bon, pour certaines sections, pendant une grande période, on a une seule personne qui va décider. Donc, par exemple, Eugène Netto pour la section théorie des substitutions, théorie des groupes, par exemple. Dans certains autres cas, il va y avoir une seule personne qui va s'occuper des articles d'une certaine zone géographique, comme par exemple Cayley, pendant une période, pour tous les articles anglais qui sont recensés dans le Yarbourg. Donc, bien entendu, il y a certains individus qui peuvent avoir un poids important. Ces individus peuvent avoir tiré de ce poids aussi une responsabilité, bien entendu, mais un certain pouvoir, et certains ne s'en gênent pas, comme par exemple Netto, qui font très clairement la promotion qui fait la promotion des travaux de son maître, Kronecker. Donc, enfin, tout ça, c'est des aspects qui, bien entendu, sont importants à prendre en compte. Mais là, dans le cadre de cet exposé, je ne vais pas pouvoir rentrer dans ce niveau d'analyse. Et je vais proposer, disons, pour essayer de ne pas tomber dans des études quantitatives un petit peu vaines, de revenir à ma question initiale, qui était celle de la construction et de la structuration du corpus. Alors, si on prend notre corpus de 1400 et quelques articles classés dans la section algèbre, on peut voir qu'en fait, plus de la moitié d'entre eux sont publiés dans un petit nombre de journaux, qui sont les Nouvelles Annales de mathématiques, les comptes rendus, le journal de maths pure et appliquée, le bulletin de la Société mathématique de France, les Annales de l'ENS, le journal de l'École polytechnique et les Annales de la Faculté des sciences de Toulouse. Alors, c'est des journaux qui sont bien connus par les historiens des mathématiques de cette période. Et donc là, ce qu'on a fait, moi-même et Sébastien Gauthier, c'est qu'on a regardé le sous-corpus de tous les articles classés en algèbre venant de ces journaux-là, qui ont le mérite d'avoir été numérisés, qui sont en ligne, qui sont faciles d'accès. Et là, on a regardé en détail les références bibliographiques, on dirait aujourd'hui, donc les références intertextuelles qu'on peut trouver dans les textes publiés dans ces journaux. Donc la moitié de notre corpus. Donc en fait, on en a 723. Et là, on a de manière systématique fait une base de données des références intertextuelles qu'on y trouve, de manière à essayer de voir vers quoi ça pointe. Et donc là, ça fait du coup un deuxième corpus que je vais appeler, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué. Il y avait le corpus de départ, le corpus Yarbourg, là, 1400 textes. Là, maintenant, ça fait un deuxième corpus qui est le corpus bibliosaisie. Donc ça, c'est le jargon d'Alain Herman qui a conçu Tamous, donc le système qu'on utilise pour cette base de données. Donc, qui regroupe donc, ces 723 textes dont on a de manière exhaustive étudié les références intertextuelles. Et à partir de là, je vais m'intéresser à un troisième corpus que je vais appeler le corpus Tamous, parce que donc, ça c'est la plateforme qu'on utilise donc, pour utiliser ces liens intertextuels, qui consiste en fait au corpus initial auquel on ajoute les textes vers lesquels pointent les références qu'on a étudiées. Et donc là, on se retrouve avec plus de textes, on se retrouve avec environ 2000 textes. Bon. Et alors là, à partir de là, on peut faire des choses intéressantes, plus intéressantes certainement que simplement des études quantitatives, qui consistent à comparer justement entre ces corpus. Et donc par exemple, c'est un moyen immédiat de questionner l'algèbre en tant que catégorie de classification du Yarbourg, de questionner la pertinence en fait, de cette catégorie de classification au regard des liens que les auteurs des textes
font avec d'autres textes. Bon. Donc si on compare en fait, si on regarde notre corpus bibliocésie, dont on connaît toutes les références intertextuelles, on voit, et si on regarde le corpus Tamus, donc qui inclut les textes vers lesquels pointent ces articles, on voit qu'en fait la moitié de ces textes à peu près sortent de la section algèbre. Donc de ce point de vue-là, la section algèbre en tant que section de classification du Yarbour n'est pas, on le voit bien, complètement autonome, comme on pourrait l'attendre, d'un domaine, disons, bien privilégié. Bon. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de regarder comment ça sort. Et en fait, ça sort principalement en théorie des fonctions et calcul différentiel. C'est-à-dire que si on compte les textes qui sont classés en algèbre, théorie des fonctions, calcul différentiel, on a presque tout. Et donc, en fait, on tombe sur la classification française de l'époque qui consiste à considérer que l'algèbre, c'est un domaine de l'analyse et donc que c'est normal que ce soit lié, comme le disait Tadri tout à l'heure, à la théorie des fonctions et des calculs différentiels. Donc, en fait, dans les textes qui sont classés algèbre dans le Yarbour, on voit finalement que ces textes-là, quand on les regarde du point de vue de leur lien intertextuel, qui sont des textes de langue française, hein, sont plus cohérents avec la classification française qui considère que l'algèbre est dans le domaine de l'analyse. Donc là, c'est une première remarque. Donc, du coup, d'une certaine manière, que l'algèbre ne s'autonomise pas complètement, en tout cas durant cette période. Ensuite, on peut regarder bien entendu les auteurs. On a environ 800 auteurs, dont 300 sont cités au moins une fois. Alors, la première remarque, c'est que c'est quand même un nombre qui est considérable. 300 auteurs qui sont au moins cités une fois par les autres. Et donc, c'est encore une fois un sujet dont on ne fera pas le tour dans le cadre d'un exposé, ni d'un article, etc. Bon. Maintenant, on peut regarder un petit peu plus en détail comment les auteurs sont cités en les classant par ordre de référence. Donc, on a les liens intertextuels. Et on a en premier lieu Camille Jordan, je parlais tout à l'heure, puis Maurice d'Ocagne, puis Léon Houghton, Edmond Maillet, donc là il commence à y avoir peut-être des noms qui ne vous sont pas familiers, James Joseph Sylvester, Frobenius, Cartan, Laguerre, Miller, Séguier, Perrin, Serré, Levavasseur, Picard, Klepsch, Lalanne, Dick, Lee, Dixon, Silo, Gordon, et ça continue comme ça. Donc je vais bien entendu pas tous les commenter, mais ce qu'on peut remarquer, c'est d'abord le rôle extrêmement important d'auteurs qui ont encore été très très peu étudiés, comme Maurice d'Ocagne. Donc là, je pense que Costas Chassis en parlera tout à l'heure dans la table ronde, commence à l'être, mais il apparaît bien entendu en deuxième position. Mais d'autres auteurs, comme Léon Houghton, qui lui est donc un polytechnicien, qui est d'ailleurs d'une certaine manière le seul élève direct de Poincaré, hein, puisqu'il Poincaré supervise sa thèse au début des années 1880. Edmond Laguerre, Edmond Maillet, Jean-Armand de Séguier, le jésuite dont je parlais tout à l'heure, et on pourrait en ajouter. Par ailleurs, une autre remarque importante, c'est que parmi les principaux auteurs de notre liste, on trouve beaucoup de polytechniciens qui poursuivent des carrières d'ingénieurs civils ou militaires. Et là, en fait, c'est une remarque qui est assez importante, puisque cette période, 1870-1914, est généralement perçue comme une période où va s'affirmer la figure du professeur normalien, comme la figure par excellence du mathématicien, et s'effacer la figure qu'on a pu appeler d'ingénieur savant, qui avait fortement marqué la moitié du XIXe siècle, et notamment des ingénieurs sortis de l'école polytechnique. Bon, on voit en réalité qu'il y a une persistance quand même, hein, d'un type traditionnel d'activité mathématique, qui est l'ingénieur polytechnicien, et qui, en parallèle de son activité dans le corps de l'artillerie, des mines, des ponts ou que sais-je, a une activité de publication. Et on pourrait faire la même remarque d'autres types traditionnels d'activités mathématiques en France, comme les pères jésuites, qu'on va retrouver de manière importante, comme notamment Séguier, qui se retrouve vraiment dans les premières positions, ou Potron, etc. Et donc ce constat, donc, encore une fois, amène à relativiser la rapidité avec laquelle va s'affirmer la figure du mathématicien professeur issu de l'école normale. Et une troisième remarque, à partir de cette liste de population, c'est la présence, dès la tête de liste, de mathématiciens étrangers. Ce qui n'est pas une évidence, puisque je vous rappelle qu'on s'intéresse à des textes de langue française, donc qui sont principalement publiés en France, hein, une grande majorité. Et en fait, du coup, ces mathématiciens étrangers, on les a attrapés avec les liens qu'on est allé chercher dans les textes dont on a saisi les références intertextuelles. Mais ils interviennent massivement. Puisqu'on n'est pas allé chercher leurs textes à eux, ils n'interviennent que parce qu'ils sont cités par d'autres personnes. Et ils interviennent tout de suite en haut. Bon.
Donc là aussi, ça permet de revenir sur une idée de reçu, qui est que non seulement il y a de l'algèbre en France, bon, c'est la première chose, mais d'autre part, cette algèbre n'est pas sclérosée, refermée sur elle-même. Au contraire, elle est directement en lien avec notamment des grands-pères de l'algèbre abstraite allemande, comme Frobenius, Gordon ou Kronecker. Bon. Et on peut par ailleurs observer la réception extrêmement rapide des travaux de l'école algébrique de Chicago, qu'on voit tout de suite apparaître dans notre corpus dès qu'ils sont publiés. Bon. Alors on peut également s'intéresser à la population des textes. Donc là, cette fois, on a non plus les auteurs, mais les textes, bien entendu avec le nom de leur auteur aussi, et la manière dont ils sont référencés. Donc là, arrive en tête Camille Jordan, avec son traité des substitutions des équations algébriques, puis tout de suite après, le traité de nomographie de Maurice Docagne, dont parlera, je pense, Costas Chatzis tout à l'heure, puis le cours d'algèbre supérieure, l'édition de 1866 de Joseph Serré, puis la théorie des formes binaires de Clebsch, Alfred Clebsch, puis un article de Edmond Maillet, puis un article de Silo, puis un article du père jésuite Séguier, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, encore une fois, quelques conclusions. On a une dizaine de textes de référence, dont la liste, en fait, témoigne de la variété des thématiques du corpus, et qui, d'une certaine manière, représente chacun une sorte d'angle qui va se représenter dans l'ensemble du corpus. Camille Jordan, bien sûr, avec son traité des substitutions, qui va être cité par les travaux qu'on peut caractériser pour aller vite de théorie des groupes, arrive en tête, de très loin, alors qu'il a généralement été décrit par l'historiographie comme ayant eu une réception très faible, surtout en France. Bon, on voit que c'est loin d'être le cas, c'est largement le texte le plus cité. Maurice Docagne, avec son traité de nomographie, représente là pour le coup la tradition, pour aller vite encore une fois, appliquée de l'algèbre, où on va du coup faire des résolutions graphiques d'équations avec des abacs pour des problématiques d'ingénieurs. Serré représente le manuel de référence d'enseignement, et il est intéressant de voir que pendant toute la période, l'édition de 1866 reste la référence, même si pour le coup ce manuel connaît d'autres éditions, et que par ailleurs des manuels publiés dans d'autres pays sont traduits en France, comme par exemple l'Airborne Algebra de Weber, dont on parlait tout à l'heure. Mais on voit aussi les travaux de mathématiciens allemands comme Alfred Clebsch, qui sont des références, et des grands ancêtres pour le domaine, qui pour le coup sont essentiellement Euler et Lagrange. Bon. Alors maintenant, si on s'intéresse au paysage éditorial, alors on peut distinguer les livres et les articles. On a 102 livres qui sont publiés dans 42 villes. Alors, bien entendu, il y a une domination écrasante de Paris, dans les publications en langue française, d'accord, 97 sont publiés à Paris, non alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y en a qui sont publiés dans 2 endroits différents. Hein, mais n'empêche qu'on a 41 autres villes, et donc on a une diversité qui est intéressante à noter. Même chose pour les éditeurs. 94 éditeurs, avec un poids écrasant de Gauthier Villard, qui représente la moitié. Mais, encore une fois, le nombre, 94, est important, et on a des éditeurs étrangers, comme par exemple Teuner à Leibniz, qui va être très représenté dans ce corpus. Alors, si on regarde maintenant un petit peu les journaux, on a 93 journaux différents, bien que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la moitié des textes se retrouvent dans une vingtaine de journaux. Hein, bon. Et on peut en faire, bien entendu, un palmarès dans lequel on va retrouver les journaux qu'on connaît bien, les comptes rendus, les nouvelles annales, le bulletin de la Société mathématique de France en 3e position, mais tout de suite après, les mathématiciens annales, que, encore une fois, on obtient principalement par les textes cités par nos auteurs. On va y trouver des textes en langue française, mais quand même moins que dans les journaux français. Puis le journal de maths pure et appliquée, l'enseignement mathématique, le bulletin des sciences mathématiques, les annales de l'école normale supérieure, la revue de mathématiques spéciales, le journal de mathématiques spéciales, le journal de Crelle, bon, etc. Bon. Alors, les observations qu'on peut faire sur cette liste, c'est qu'on va trouver une proportion de journaux liés à l'enseignement assez forte, 20% du corpus, qui est tout à fait cohérente avec l'image traditionnelle de l'algèbre comme discipline scolaire, mais qui n'écrase pas le corpus. En réalité, la majorité des journaux sont des journaux académiques, ce qui témoigne d'une activité, disons, pour aller vite, de recherche. On peut remarquer également la sous-représentation de journaux d'élite classiques en France, comme le journal de l'école polytechnique et le journal de mathématiques pure et appliquée, qui là, pour le coup, est cohérent avec la position des élites comme Tannery et Picard, qui considèrent que l'algèbre ne doit pas être un domaine autonome, et bon, c'est l'analyse qui est prise. Mais on peut noter une bonne représentation des principaux titres du paysage éditorial international, non limité à l'espace francophone.
Donc les Mathematician Island, le journal de Crelle, l'Acta Mathematica, etc., etc. Donc on a encore une fois un espace éditorial qui n'est pas du tout fermé ou sclérosé sur des problématiques anciennes qui seraient celles de la théorie des équations, etc., etc. Donc ces constats tranchent assez fortement avec l'évaluation qui a souvent été faite de l'algèbre en France comme en fait, un endroit où il ne se passe pas grand-chose entre 1870 et 1914. On a un paysage riche et complexe. Alors, pour essayer de le comprendre, il est nécessaire de faire des analyses un peu plus approfondies et plus qualitatives que celles que je viens de proposer. Donc, pour ce faire, on peut notamment étudier les espaces intertextuels qui se constituent entre les publications. Alors, c'est là qu'on utilise donc Tamus, donc cette plateforme créée par Alain Herman et qui permet de renseigner les liens intertextuels. Donc, par exemple, à partir de notre base de données, si on fait une recherche sur Jean-Armand de Séguier, on va retrouver sa bibliographie, tous ses articles, on connaît tous les liens qu'ils peuvent entretenir, enfin, qu'ils font vers d'autres articles. Donc, si on prend l'ouvrage Théorie des groupes finis, on va trouver un certain nombre de métadonnées qui sont la classification du Yarbourg, là en l'occurrence substitution et théorie des groupes, bon, le nom des reviewers, etc. Mais surtout, on va pouvoir avoir les textes qui sont cités par de Séguier, donc là en l'occurrence Jordan par exemple, et surtout, c'est surtout ça l'importance, les textes qui citent de Séguier et qu'on attrape par notre travail systématique sur le corpus. Parce que c'est bien entendu ça qui est difficile, c'est le problème inverse des relations intertextuelles, c'est savoir qui cite qui. Bon. Et donc là, en fait, le travail systématique sur le corpus, à partir d'une section du Yarbourg, permet d'obtenir des informations sur cette question. Donc, de résoudre le problème inverse des relations intertextuelles, ce qui permet ensuite d'essayer de structurer le corpus global, là, de 2000 textes qu'on a, en sous-corpus, qui serait cohérent d'un point de vue thématique, des pratiques, d'une institution, de réseaux sociaux, que sais-je. Alors, il y a des cas où ça marche bien, très bien même, c'est notamment le cas sur lequel je vais aller vite, parce que il faudrait en parler en détail, et ça m'est arrivé de le faire à d'autres occasions, qu'on peut résumer comme le cas des groupes linéaires et des champs de Galois, qui regroupe un réseau de textes extrêmement cohérent, de textes qui sont publiés essentiellement entre 1893 et 1907 par des auteurs français et américains, et dans lequel on trouve notre jésuite Jean-Armand de Séguier. Bon. Donc on trouve tout un tas de mathématiciens américains et tout un tas de mathématiciens français qui se retrouvent là-dedans. Ils ont des objets en commun, ces fameux groupes linéaires, et ce que les Français appellent les champs de Galois, les imaginaires de Galois, ce que les Américains appellent les Galois Fields. Mais la cohérence de l'espace n'est pas simplement une théorie, une discipline, et encore moins un espace social. Les acteurs ne se connaissent pas, pour la plupart. On va y trouver la première femme à soutenir une thèse aux États-Unis. On y trouve aussi un abbé jésuite français. Enfin, bon, comme on s'en doute, ces gens ne se rencontrent pas tous les jours. Mais cet espace textuel en lui-même constitue une sorte de culture mathématique commune qui leur permet d'interagir, d'avoir des controverses, de prouver à plusieurs reprises le même théorème sans s'en apercevoir, etc. etc., etc. Bon. Et cette culture commune se base sur le partage de références à des textes plus anciens des années 1960, publiés en France, notamment de Hermite, Serré, Mathieu, Jordan, et à l'utilisation de deux monographies, le cours de Serré et les traités des substitutions de Jordan, qui, d'une certaine manière, sont le socle de cet espace comme culture commune. Alors ça fait typiquement partie des bons résultats qu'on peut essayer d'obtenir grâce à ça. C'est-à-dire qu'on a une dynamique collective qui sort et qu'on n'aurait jamais pu trouver par d'autres moyens que par cette étude systématique et l'examen des références intertextuelles. On n'a aucun moyen de se douter que Aidame Schoenfeld à Chicago a un lien avec Jean-Armand de Séguier en France. Bon. Donc ça, c'est très bien. Et effectivement, bien entendu, donc là, c'est un exemple, il y en aurait d'autres qu'on pourrait montrer, mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pourquoi? Parce que 60% des textes de notre corpus, dont on a étudié de manière systématique les références, ne comportent aucune citation. Donc dans ceux dont on va vraiment avoir des références, ça ne représente que 40%, et dans ces 40%, 70% des auteurs ne se citent qu'eux-mêmes. Bon. Donc, du coup, quand on travaille sur les références intertextuelles, en fait, on travaille sur des informations très, très fragmentaires. Et là, le problème, c'est que les pratiques de citation, bien entendu, elles sont très hétérogènes, elles varient selon le temps et les espaces sociaux, et donc on retombe sur les problèmes habituels des études quantitatives, et que beaucoup de références sont implicites à cette époque-là. Et alors, ça n'empêche qu'on peut quand même faire des choses. Je vais essayer de le montrer rapidement, en comparant le corpus global
avec un sous-corpus dans lequel l'absence de citation est particulièrement criante, qui est le sous-corpus qui correspond à peu près la moitié des textes qui sont dans la sous-section équation du Yarbo. Et alors ceux-là, il y en a 75% qui citent personne, et dans ceux qui restent, 80% des auteurs en fait, qui ne se citent qu'eux-mêmes. Donc là, on a une absence de citation particulièrement criante. Bon. Alors je vais passer, on peut comparer les deux corpus, je vais passer rapidement. Mais dans ce corpus, donc, classé dans la sous-section équation, on va trouver une surreprésentation des articles publiés dans des journaux d'enseignement, comme les nouvelles annales de mathématiques. Et donc en fait, en regardant ces sous-corpus et en les comparant avec le corpus principal, on peut observer un certain nombre de pratiques de publication mathématique qui sont liées à l'absence de citation. Donc en fait, l'absence de citation peut elle-même donner lieu à des informations en fait, pertinentes pour la structuration de l'espace et sa cartographie. Donc là, on a notamment tout un ensemble de publications qui sont directement liées au programme des concours des grandes écoles, manipulation algébrique d'équations, théorème fondamental de l'algèbre, et une coquille d'ailleurs. Et là, les références explicites sont très rares, et quand elles existent, elles portent sur des manuels, comme celui de Serré, ou à des publications du même journal, des Nouvelles Annales. Et on a des petits groupes d'articles, voire même des questions-réponses, hein, donc simplement de quelques lignes, qui réagissent les uns aux autres sur des périodes très courtes, d'1 ou 2 années, avec quelques références sporadiques sur des périodes plus longues. Et en fait, on peut interpréter ça comme un espace éditorial, pour le coup, cohérent, pour ses lecteurs comme pour ses contributeurs, qui du coup ne nécessite pas la pratique de référence explicite. C'est-à-dire que l'ancrage dans les questions qui sont au programme des concours des grandes écoles et l'espace cohérent du journal lui-même permet en fait aux auteurs et aux contributeurs, aux lecteurs et aux contributeurs, de structurer d'une certaine manière l'espace textuel sans avoir besoin de faire des références explicites à tel ou tel auteur. Bon. Donc là, en fait, l'absence de citation peut elle-même permettre de pointer sur des pratiques de publication et sur des populations d'acteurs de l'algèbre de cette période, en l'occurrence une algèbre préparatoire aux grandes écoles. Un deuxième type d'absence de référence, c'est les notes au compte rendu. Là, l'explication est bien entendu différente, c'est que les notes sont courtes. Bon, et donc dans ces notes qui sont courtes, on ne va pas mettre beaucoup de citations, voire pas du tout, mais la plupart du temps, elles sont suivies d'un long mémoire, qui peut parfois même avoir la taille d'un livre, hein, de plusieurs centaines de pages, dans lequel on va trouver des références bibliographiques. Donc on voit bien la nécessité d'aller au-delà des citations, puisque là, du coup, si on est lesté par le fait qu'on n'a pas des citations dans ces notes, alors qu'en fait les mêmes auteurs et les mêmes sujets vont faire des références ailleurs, on a un problème. Et c'est là que pour structurer du coup et cartographier l'espace, en fait, en complément de citation, on peut utiliser des mots-clés. C'est-à-dire qu'on peut donc, dans notre base de texte, attribuer des mots-clés qui permettent de constituer des groupes de manière complémentaire aux mots-clés qui sont en fait déjà là depuis le début, qui sont les classifications du Yarbo et les autres types de données, c'est-à-dire la langue, les journaux, etc. etc. Bon. Et là, du coup, on peut croiser les approches en utilisant d'autres formes de classification que la classification allemande, notamment la classification française, mais aussi et surtout les catégories qui sont utilisées par les tables des matières, des ouvrages et des manuels. Et ce qui permet en fait de déployer des approches qualitatives, là, pour le coup, qui ne nécessitent pas une lecture en profondeur des textes et qui permettent de gérer en fait des populations de textes importantes en constituant des listes. Alors, donc, en fait, avec des mots-clés, du coup, on fait sortir immédiatement des listes. Donc là, en l'occurrence, c'est une liste de 32 articles liés au mot-clé équation générale. Bon, équation générale, c'est quoi? C'est une thématique classique des ouvrages d'algèbre qui consiste à travailler sur, par exemple, toutes les équations du 3e degré, toutes les équations du 7e degré, bon, alors, notamment pour les problématiques de résolution par radicaux, ou alors, par exemple, toutes les équations du 5e degré qui sont résolues par radicaux, des problématiques de ce type-là. Et donc, là, on va du coup cartographier un espace dans lequel on va pouvoir identifier un certain nombre de choses. D'abord, sur la problématique équation générale, on a des articles qui ne sont pas publiés n'importe où. C'est essentiellement dans les comptes rendus, les nouvelles annales et le bulletin des sciences mathématiques. Donc on va avoir d'un côté beaucoup de publications d'enseignement, typiquement équation par radicaux de l'équation du 3e degré, enfin résolution par radicaux, etc. Et au contraire, des publications de recherche. Bon. Et en fait, dans ce cas-là, plus de la moitié des auteurs sont étrangers,
Et surtout, la grande majorité des auteurs ne publient qu'un article sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, là, avec cette équation générale, on attrape toute une population d'auteurs qui n'est pas une population, disons, représentative de l'algèbre, qui va intervenir sur le sujet une seule fois. Des publications qui sont sporadiques, le plus souvent sans citation. Il n'y a que 2 auteurs qui sont cités plus de 2 fois, qui sont Hermite et Galois. Et donc là, en fait, on peut identifier dans le domaine de l'algèbre une pratique de travail qui est spécifique à un sujet en fait traditionnel. Bon, la résolution par radicaux des équations, d'une classe d'équations de degrés donnés, c'est un sujet absolument traditionnel. On n'a pas besoin de faire des références bibliographiques et on n'a pas besoin d'être, disons, des acteurs de l'algèbre comme un domaine autonome pour y participer. Au contraire. On peut travailler principalement en mécanique et avoir un article à publier sur une méthode de résolution par radicaux des équations de 3e degré ou quelque chose comme ça. D'accord ? Et donc là, on va plutôt trouver des références génériques, théorie de Galois, solution d'Hermite 2, etc., plutôt que des références précises. Donc en fait, ça permet du coup, dans ce domaine de l'algèbre, déjà de saisir une partie du domaine qui en fait fait partie de la culture commune des mathématiciens. Et du coup, qui pour le coup ne va pas être identifié comme spécifique à l'algèbre, auquel les mathématiciens, disons, en général, sont susceptibles de contribuer. Bon, alors il y a un sous-groupe là-dedans qui est particulièrement vivace dans les années 1880 et qui prétend toujours trouver des formules de résolution par radicaux des équations de n'importe quel degré, dans la tradition de Bronsky. Enfin, ça permet aussi d'attraper comme ça des personnages un petit peu amusants et qui donc du coup prétendent que Lagrange, Abel, de toute façon, tout ce qu'ils ont fait est faux, etc. Alors d'autres exemples, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, bien entendu, hein, ces mots-clés. C'est par opposition aux équations générales, les équations spéciales. Donc là, c'est des équations qui ont une caractéristique donnée. Alors, l'équation en S, par exemple, qui est, en termes contemporains, en fait, c'est l'équation caractéristique d'une matrice symétrique. Elle a certaines caractéristiques, mais aussi, par exemple, toutes les équations qui ont leurs racines réelles. Ou alors, une équation qui va y avoir autant de racines réelles que imaginaires, et des trucs comme ça. Tout ça, c'est des équations spéciales. Et donc là, on a... encore une fois, une cartographie de l'espace textuel avec des travaux qu'on va principalement trouver dans les nouvelles annales et même, plus précisément, principalement sous la forme de questions-réponses et avec des références sur le long terme à des travaux sur l'ensemble du 19e siècle. Donc des sujets, en fait, qui ont une certaine profondeur historique. Et là, on a très clairement une population de professeurs et d'élèves de classes préparatoires, d'une part, mais aussi d'élèves des grandes écoles, principalement de l'école polytechnique, et de répétiteurs de l'école polytechnique. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les professeurs de l'école polytechnique, ce sont les répétiteurs qui sont chargés de l'encadrement, disons, individuel des élèves, c'est-à-dire en petits groupes, mais principalement de la partie des cols, en complément du cours du professeur. Et ces répétiteurs ont une activité de publication liée aux travaux qu'ils demandent aux élèves dans leur colle, étudier tel type d'équation spéciale, et qui peut, dans certains cas, être complètement lié à leur activité académique. En fait. Donc là, encore une fois, on a un espace dans notre paysage compliqué de l'algèbre, dans lequel on a effectivement des préoccupations d'enseignement, mais qui peuvent directement se brancher sur des sujets de recherche contemporains. Alors, des mots-clés comme ça, on peut en ajouter. On va trouver par exemple les méthodes pratiques de résolution d'équations. Alors, méthodes graphiques, mécaniques, hydrostatiques, électrostatiques, enfin, je vous en passe. Où là, on va trouver les travaux, notamment de Maurice Durkheim, Lalanne, etc. Donc, des préoccupations d'ingénieurs, pour le coup. Je pense que ça s'en parlera tout à l'heure. Et simplement, le dernier exemple que je vais présenter, les équations numériques, qui, par rapport aux équations générales, se distingue par le fait qu'une équation numérique, c'est une équation dont vous précisez les coefficients. Donc vous dites que les coefficients sont réels, par exemple, ou entiers, ou alors que c'est 2, 3, etc. C'est la différence. Et donc là, il y a un certain nombre de problématiques spécifiques, comme le théorème de Sturm, la séparation des racines entre elles, l'encadrement des racines, trouver une borne supérieure, etc. Et là, on a un caractère très spécifique dans cette partie du paysage, c'est que c'est l'une des seules parties dans lesquelles les publications circulent complètement dans tout l'espace éditorial. On a des publications et des mêmes auteurs dans les comptes rendus, mais aussi dans les nouvelles annales, dans le journal de mathématiques pures et appliquées et dans le journal de l'école politique. Donc en fait, à partir des mêmes préoccupations pour, par exemple, comment séparer entre elles les racines d'une équation, un même auteur va publier un article académique dans les comptes rendus de l'académie, un article à destination des élèves dans les nouvelles annales. Alors typiquement, une question qui pourra être utilisée pour passer des cols, pour donner un écrit de concours,
mais aussi des problématiques qui peuvent intéresser les ingénieurs, qu'on va retrouver par exemple dans le journal de mathématiques pures et réelles. Donc là, en fait, c'est une partie du paysage qui est tout à fait particulière, justement, l'intérêt pour les équations numériques, où ça circule complètement entre tous les journaux, en fait, de la scène éditoriale, où là, on fait beaucoup de références, et avec une profondeur historique qui remonte jusqu'au XVIIe siècle, et on voit beaucoup de petits groupes sur des périodes de 5 à 10 ans qui s'articulent autour d'auteurs clés, parmi lesquels Laurent, André, Montessu de Ballor, etc. Et dans ces groupes, il y en a un qui est particulièrement important. C'est un groupe qui dure un petit peu plus longtemps que les autres, une dizaine d'années, qui s'articule autour des travaux d'Edmond Laguerre, sur notamment le théorème de Sturm. Et là, on va trouver toute une série d'auteurs qui vont être très productifs pendant une dizaine d'années, et qui vont s'articuler autour de cet auteur. Bon. Alors, d'autres groupes permettent de critiquer la pertinence de la section algèbre du Yarbourg. Je le commence simplement rapidement. C'est le cas notamment d'un groupe de travaux autour de Léon Hautonne, où, si on les suit, on voit que les travaux traversent toutes les sections de classification de Yarbourg. C'est-à-dire que, et même chez un même auteur, ils peuvent être classés en algèbre, mais aussi en théorie des fonctions, en mécanique, en analyse, en géométrie, c'est-à-dire à peu près dans tous les domaines des mathématiques. Bon. Alors qu'ils représentent un ensemble cohérent. Et donc, cette approche clé permet également, du coup, d'une certaine manière, porter un regard critique sur le parti pris de départ qui consistait à s'appuyer sur les classifications des acteurs, et en particulier de Yarbourg. Alors, pour conclure, comme on l'a vu, donc, on a un paysage extrêmement complexe, bien entendu, hein, un sujet énorme dont on peut difficilement faire le tour dans le cadre d'un exposé, mais même, si vous voulez, dans le cadre d'un livre ou même une série de livres, et d'une certaine manière dont il est impossible de donner une cartographie complète. Bon. On a une population qui est vaste, mais qui est aussi hétérogène, qu'on peut essayer d'organiser, mais quand on essaye de l'organiser, on peut observer qu'il y a quelques grandes thématiques, bon, ça c'est bien, mais il faut surtout se rendre compte que la plupart des textes s'organisent en petits groupes sur des périodes de temps très courtes. Parfois 1 an, 2 ans, dans le cas des nouvelles annales et des problématiques d'enseignement. Dans les problématiques, disons, plus académiques, souvent plutôt 5 ans, 10 ans. Mais c'est quand même court, et donc ça nécessite bien entendu des approches micro-historiques ciblées sur ces groupes-là. Par ailleurs, la plupart des groupes de textes qu'on peut identifier ne correspondent pas à des réseaux d'auteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interface simple entre des espaces sociaux, des espaces institutionnels et la cohérence des thématiques qu'on va pouvoir observer. Et bien entendu, le problème, c'est que dans chacun de ces groupes, l'algèbre est susceptible de porter des significations différentes et d'être associée à des pratiques différentes, et de se brancher de manière différente à d'autres domaines des sciences mathématiques. Donc, je l'ai dit, en fait, une cartographie impossible, mais ce que j'ai essayé de montrer dans cet exposé, c'était plus l'acte de cartographier, en fait, qui est, à mon avis, plus intéressant que d'essayer de dresser une cartographie. C'est-à-dire que le fait de travailler sur les liens intertextuels, avec des mots-clés, de manière systématique, en fait, à partir de sections du Yarbourg, et qui donc, du coup, impliquent des milliers de textes, c'est une discipline de travail, avant tout, pour l'historien. Et donc, du coup, l'acte de cartographier lui-même est générateur de connaissances. Et au moins, disons, d'une expérience du corpus sur lequel on travaille, expérience que, d'une certaine manière, on ne peut pas avoir par une lecture directe, parce qu'il y a trop de textes. Donc, c'est une discipline de construction et de structuration de corpus, et donc un préalable en fait, à la lecture des textes, et au sens où elle permet, en fait, cette discipline de travail, une lecture des textes attentive aux multiples dimensions collectives de ces textes, et notamment à leur lien avec d'autres textes. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, l'acte de cartographier est une heuristique qui permet de révéler des organisations collectives qui ne sont pas attendues, des significations tacites, et donc son intérêt principal est l'expérience qu'on peut en faire en tant qu'historien, et c'est finalement la raison principale pour laquelle on ne peut pas le transmettre. C'est-à-dire qu'indépendamment de l'énormité du sujet, finalement, la chose la plus intéressante dans cette affaire, c'est d'en faire l'expérience soi-même, en tant qu'historien. Mais dans tous les cas, de mon point de vue, c'est bien entendu un préliminaire à des analyses micro-historiques. Hein. Comme j'ai essayé de le montrer, l'analyse quantitative en tant que telle n'est pas du tout ce qui est le plus intéressant dans cette affaire. C'est au contraire la structuration de corpus avant d'aller faire un travail micro-historique de lecture approfondie du groupe de textes qu'on a identifié. Voilà, je vous remercie pour votre...